Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Nous sommes à quelques jours de la reprise officielle de la saison. Et vous avez été nombreux à nous demander nos previews pour la saison à venir. Et vous savez quoi ? On vous a entendu. Et cette semaine, on s'attaque à la conférence Est. Bon, évidemment, il va être très compliqué, voire impossible, d'analyser en profondeur chaque équipe. On a donc décidé de scinder cette preview de la conférence Est en 2 vidéos. D'abord, les favoris, puis les autres. Si on est honnête, on va pas non plus faire de classement, et on a préféré regrouper les franchises en 4 catégories. Les favoris, les outsiders, les potentiellement playoffables et ceux qui vont clairement tanker. Bon, une fois qu'on s'y met au clair là-dessus, il est temps d'attaquer tout de suite les cadors de la conférence Est. On ne va pas se mentir, malgré les incertitudes autour des états de santé de KD et Kyrie, les Nets affichent, sur le papier, l'une des armadas les plus impressionnantes de toute la ligue. Chaque poste est doublé, voire triplé pour les postes arrière, avec des joueurs de qualité. Le mélange entre jeunesse et expérience est subtilement dosé. La hiérarchie est établie et chacun connaît son rôle. Durant et Kyrie Irving sont les boss et on voit mal quelqu'un remettre ça en question. Tactiquement, la profondeur et la qualité du roster offrent une multitude d'options à Steve Nash. Bon, la présence de Mike D'Antoni dans le coaching staff nous laisse penser que les Nets risquent de proposer un jeu up-tempo et de bombarder à 3 points. En même temps, ils auraient tort de s'en passer. Joe Harris, KD, Kyrie, Tyler Johnson, Landry Shamet, TLC, Caris LeVert, Kurucs. On tient là une sacrée brochette de snipers. Mais ce qui est intéressant avec cet effectif, c'est qu'il n'est pas stéréotypé et calibré pour proposer un style bien précis de basket sans pouvoir s'en éloigner. Sa versatilité lui permet de jouer, grand ou petit, en transition ou sur demi-terrain, et de défendre dur ou d'attaquer sans cesse. Ce qui laisse imaginer un nombre de 5 différents vraiment conséquent. Quand on voit la myriade de solutions offensives dont disposent les Nets, sans parler des armes absolues que sont Durant et Irving, on voit mal ce qui pourrait empêcher Brooklyn de mettre des cartons en attaque. Les Budenholzer, Brad Stevens et autres Erik Spoelstra vont devoir se creuser les méninges pour éviter de prendre des valises. Vous l'aurez compris, nous sommes très optimistes concernant les Nets. Pour autant, il subsiste quelques zones d'ombre. On l'a rapidement évoqué précédemment, mais quid du niveau de KD et Kyrie ? Ce sont quand même les pierres angulaires de ce projet. Avant le 13 décembre, les deux n'avaient encore jamais joué ensemble sous le maillot des Nets. Même si on connaît leur génie et qu'on imagine qu'ils ont eu amplement le loisir de s'entraîner ensemble ces derniers mois, les automatismes ne viennent pas du jour au lendemain. Durant revient de 17 mois sans jouer, presque 1 an et demi. C'est considérable. D'accord, il a brillé pour son premier match de pré-saison, mais une saison NBA n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Il faut qu'il réhabitue son corps à un effort régulier pour éviter de se reblesser ou de laisser trop de jus avant les playoffs. Du load management à la Kawhi n'est donc pas à exclure. Sans tomber dans l'extrême, il faut trouver un juste milieu. Durant a besoin de jouer, mais pas 36 minutes par match. Sa grave blessure lui a peut-être fait perdre en explosivité. On ne sait pas encore. Heureusement, ses qualités physiques et son bagage technique incroyable lui permettront de rester quoi qu'il arrive un joueur très dominant. Kyrie revient aussi d'une blessure importante. On le sait maintenant, une opération à l'épaule est loin d'être anodine pour un basketteur et peut potentiellement affecter son adresse. De plus, Uncle Drew n'a pas spécialement brillé ces dernières saisons. Ce n'était pas catastrophique comme on peut parfois le lire, mais en tout cas, c'était vraiment très irrégulier et pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui. Notamment dans l'attitude. Pas besoin d'en dire plus sur ce point. Il explique ne plus vouloir parler aux médias. Sauf que l'exprimer publiquement de la sorte s'est révélé contre-productif. On compte donc sur KD, qui a l'air d'avoir gagné en maturité après son passage aux Warriors, et sur son coach Steve Nash pour jouer les garde-fous. Ce dernier a d'ailleurs été très habile dans son plan de com pour flatter son joueur dans le sens du poil. C'est plutôt bon signe. Mais Nash fait lui-même partie de ces zones d'ombre. Hormis un poste de consultant partiel pour les Warriors, il n'a jamais eu d'expérience de coaching en tant que tel. Pour un baptême du feu, on a vu des défis plus abordables. Pression maximum, surtout quand on se rappelle qu'un grand meneur ne fait pas forcément un grand coach. Demandez donc à Magic et Jason Kidd.
En point positif, on peut noter qu'il est respecté au sein de son vestiaire. Sans légitimité auprès des joueurs, on peut difficilement espérer en tirer le maximum. Il a su également très bien s'entourer. Pas besoin d'expliquer qui est Mike D'Antoni. On l'aime ou on ne l'aime pas. On ne va pas refaire le débat. Mais on ne peut pas nier ses qualités, surtout s'il y a des gens autour pour qu'il ne parte pas trop loin dans ses délires. Moins connus du grand public, Ime Udoka et Jack Vaughn ont de vraies références. Ce sont notamment des disciples de l'école Popovich. Gage de qualité donc. Sans épiloguer des heures sur les Nets, nous pensons qu'ils finiront bien placés dans cette conférence Est. Peut-être pas dans les 2 premiers, car l'équipe doit encore trouver son rythme. Par contre, quand la machine sera lancée, elle risque d'être difficile à arrêter. La régulière n'est qu'un long entraînement pour la suite. Avec ce roster, Brooklyn vise le titre et fera tout son possible pour arriver en play-off dans les meilleures conditions. Maintenant, place aux Celtics. Après une bonne saison 2019-2020, on attend encore davantage des hommes en vert. L'intégration de Kemba Walker a été plus longue qu'espérée. En même temps, c'est plutôt normal. Intégrer un joueur aussi fort dans un groupe déjà bien huilé, qui plus est à la main, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Coucou Mike Conley. Mais désormais, avec plus d'1 an de vécu collectif, plus d'excuses. Il faut passer la vitesse supérieure. Son état de forme et sa confiance en lui seront des éléments déterminants. La saison dernière, Walker a eu du mal à enchaîner les matchs et n'a pas non plus été très régulier au scoring. Des rumeurs disent même que Danny Ainge aurait testé sa cote pendant l'intersaison. Vu le pédigré du bonhomme, difficile de ne pas y croire. Un trade n'est donc pas totalement inenvisageable si Kemba ne répond pas aux attentes dès le début de saison. D'autant plus qu'il reste le plus gros salaire de l'équipe. Maintenant que Tatum et Brown sont sécurisés sur le long terme, Danny Ainge pourrait penser que perdu pour perdu, autant assainir les finances. En ligne de mire, la folle free agency qui s'annonce en 2021. Mais nous n'y sommes pas encore, et tout ça reste pour l'instant de la fiction. Tant qu'on est à parler de Tatum et Brown, que dire de leur progression? Surtout pour le deuxième. À ce niveau, on peut même parler d'explosion. Ils se sont tout simplement imposés comme des joueurs qui comptent en NBA. Ils n'ont que 22 et 24 ans, on peut donc logiquement espérer les voir performer à des niveaux encore supérieurs. Leur prolongation montre qu'ils veulent s'inscrire dans le projet sur le long terme. Du pain béni pour la franchise. À Boston, on joue la continuité. Le noyau dur de l'équipe reste sensiblement le même. Le départ de Gordon Hayward ne devrait, en théorie, pas affecter l'équipe plus que ça. On note tout de même 2 renforts très intéressants dans la seconde unit avec les arrivées de Jeff Teague à la main et de Tristan Thompson sur les postes intérieurs. Nous vous avons d'ailleurs déjà parlé de ce dernier dans un précédent temps mort. Les 2 vétérans ne devraient pas avoir trop de mal à s'intégrer au groupe. Ils vont apporter leur expérience et surtout permettre à Brad Stevens de bénéficier d'options supplémentaires à la création, mais surtout en défense à l'intérieur, un défaut récurrent des Celtics ces dernières saisons. En espérant tout de même que Teague ne mange pas trop de temps de jeu aux jeunes Carson Edwards et Romeo Langford. Sur ce point-là, on peut faire confiance à Coach Stevens pour tirer le meilleur de ces jeunes joueurs. Concrètement, qu'attendre des Celtics cette saison? Déjà, on peut noter qu'avec Miami, c'est l'un des prétendants à l'Est dont le roster a le moins bougé. On peut donc imaginer que l'équipe va performer dès le début de saison et engranger de la confiance et des victoires importantes. Rappelons que cette saison ne compte que 72 matchs. La différence de 10 matchs peut paraître minime, mais dans les faits, pénalise les équipes qui auront besoin d'un temps de rodage plus important. Au vu de ce contexte très spécial, Boston a une vraie carte à jouer et peut viser les toutes premières places. Dans le sud de la Floride, l'intersaison a été plutôt calme cette année. Comme à Boston, le roster reste relativement stable. La bonne nouvelle, c'est la prolongation logique de Bam Adebayo. Goran Dragic a lui aussi été prolongé. 18 millions la saison. On le concède, c'est un peu cher pour un joueur qui traîne autant d'incertitudes autour de son état physique. Mais bon, le contrat est relativement court et son importance dans le vestiaire est telle que le perdre aurait été très préjudiciable. Seule ombre au tableau, le départ du précieux Jake Crowder, remplacé dans l'idée par une version small size avec Avery Bradley. Une belle signature qui permettra de compenser en partie les absences de Dragic sur les postes arrière. On sait depuis quelque temps que la franchise avait fait de Giannis et de la Free Agency 2021 sa priorité. La prolongation du grec à Milwaukee oblige Pat Riley à revoir ses plans. Pourquoi ne pas tenter le coup James Harden?
Après tout, le Heat dispose d'assez d'assets intéressants. La perspective de voir le barbu associé à Adebayo et Butler en fait saliver plus d'un. Même si, il est vrai, l'hygiène de vie du MVP 2018 est difficilement compatible avec la Heat culture. Mais bon, avec Pat Riley aux manettes, on ne sait jamais. Dans l'état actuel des choses, qu'attendre de Miami ? En termes de niveau de jeu, aussi bien que la saison dernière, voire mieux. Les petites pépites progressent à vue d'œil et ont pris beaucoup d'expérience lors de la bubble. Butler n'a que 31 ans et a normalement encore quelques belles saisons devant lui. On pourrait s'inquiéter au niveau de la fraîcheur de l'équipe. Dans l'histoire, jamais une formation n'a eu aussi peu de temps pour recharger ses batteries entre la fin de saison et le début de la suivante. Mais sur ce point, on est plutôt optimiste. Niveau préparation physique, on sait y faire à South Beach. Et puis, beaucoup de cadres de l'équipe sont assez jeunes et leurs temps de récupération sont plus courts. En revanche, l'état de santé de Dragic est plus inquiétant. Le Slovène a été l'un des hommes clés de l'épopée à Orlando. Deuxième meilleur scoreur de l'équipe, sans lui, Miami n'aurait vraisemblablement pas atteint les finales. Récemment, il s'est dit optimiste sur le fait de rejouer dès le début de saison. Info à prendre avec des énormes pincettes. Une déchirure de voûte plantaire n'est pas si grave en soi. Le problème, c'est la répétition de ses blessures. Surtout qu'il fêtera ses 35 ans en mai prochain. Derrière lui, le Heat est assez court à la main. Nunn a fait une belle saison rookie, mais c'est plutôt un poste 2 dans l'âme. Même chose pour Avery Bradley. Si Dragic ne revient pas à un bon niveau, Miami peut rapidement se retrouver pénalisé. Pas en saison régulière, mais en play-off. Plus globalement, l'effet de surprise est passé. Les hommes d'Eric Spoelstra ne sont plus considérés comme des outsiders. Pendant l'intersaison, les staffs adverses ont eu le loisir de décortiquer leur jeu dans tous les sens. On sait que beaucoup de bons rookies peinent une fois devenus sophomores, parce que le scouting n'est plus le même. Tyler Hero va devoir y faire face. Les défenseurs adverses sont prévenus et l'attendent de pied ferme. Kendrick Nunn et Duncan Robinson sont relativement jeunes, mais peuvent-ils encore progresser ? Peu les attendaient à un tel niveau. On pourrait imaginer qu'ils ont simplement atteint leur plafond assez tôt. Pas mal d'interrogations donc. Pour résumer, on a confiance dans le Heat pour faire une bonne saison. Néanmoins, pourront-ils retourner en finale ? Pour l'instant, c'est difficile à affirmer. Trop d'incertitudes règnent encore autour de l'équipe. L'ajout d'une nouvelle star leur permettrait vraisemblablement de passer un cap. Mais bon, avec le Heat, nous ne sommes jamais à l'abri d'une belle surprise. Non, les Bucks ne sont pas morts. Cette terrible déconvenue face à Miami n'a pas détruit tous les espoirs de titre de la franchise. En revanche, des têtes sont tombées, à commencer par celles d'Eric Bledsoe et de George Hill, sacrifiés dans le trade pour faire venir Jrue Holiday. Nous ne sommes pas là pour faire un inventaire détaillé des arrivées et des départs. On va plutôt faire un bilan rapide. D'abord, comment ne pas commencer par ça ? Giannis prolonge pour 5 ans à hauteur de 228 millions de dollars. Quel parcours fantastique pour le gamin autrefois vendeur à la sauvette dans les rues d'Athènes. Fin d'un feuilleton qui aura donné des sueurs froides aux fans de la franchise pendant de longs mois. Juste pour ça, l'intersaison des Bucks est une immense réussite. Milwaukee peut enfin envisager l'avenir sereinement. À l'ère des super teams et gros marchés, Giannis a fait le choix de la fidélité. Sera-t-il payant ? C'est ce qu'on va essayer de déterminer, du moins pour cette saison. À première vue, les Bucks sont perdus en profondeur de banc. Problématique quand on sait que Budenholzer aime puiser dans sa rotation en saison régulière. On peut presque penser que le front office de Milwaukee a préféré raisonner en termes de qualité plutôt que de quantité. Est-ce que Jrue est meilleur que Bledsoe ou Hill ? C'est incontestable. Est-ce que Bobby Portis est meilleur qu'Ilyasova et Robin Lopez ? Ça se discute, mais en théorie, oui. En tout cas, en 2020. Parlons de Jrue Holiday, le principal renfort de cette free agency. Dans un épisode du temps mort intitulé « Les Bucks et Giannis, stop ou encore ?», nous avions insisté sur la nécessité de trouver un autre meneur que Bledsoe. Mission réussie. L'upgrade est considérable, et ce, dans tous les compartiments du jeu. D'abord, en attaque, où Milwaukee se dote enfin d'une troisième option offensive digne d'un contender. Jrue est bien plus adroit que Bledsoe derrière l'arc,
notamment en catch and shoot, avec environ 36% de réussite contre 29,5%. Là où l'ancien meneur des Suns avait besoin du ballon pour s'exprimer offensivement, Holiday, lui, dispose d'un jeu sans ballon suffisant pour rester une menace crédible quand ce sont ses coéquipiers qui portent l'attaque. Utile quand on a Giannis et Middleton à côté de soi. Bledsoe avait tendance à privilégier le jeu rapide, de foncer tête baissée vers le cercle pour grossir le trait. Jrue est un bien meilleur playmaker, capable de se muer en gestionnaire et de mettre ses coéquipiers dans de bonnes situations de shoot. Un atout de taille en play-off, lorsque le rythme se ralentit face à des défenses bien en place, comme celle du Heat par exemple. Holiday est également un créateur expérimenté sur pick and roll. On a vraiment hâte de voir ce que ça peut donner avec Giannis, même si ce dernier ne peut évidemment pas pop comme AD. Enfin, le dernier point sur lequel Budenholzer a spécialement insisté, c'est la défense. Jrue est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de toute la ligue. Rapide et puissant, il peut tenir les stars adverses en 1 contre 1. Un atout quand on joue dans la même conférence que Kyrie Irving et Kemba Walker. Il n'est pas seulement performant dans la défense sur l'homme, mais c'est également un expert dans l'aide. Il pourra donc compenser en partie les errements défensifs de certains gardes des Bucks comme DJ Augustin. Ajouter un tel joueur dans ce qui était déjà la meilleure défense de saison régulière l'année dernière, et on se dit qu'attaquer contre Milwaukee risque d'être un sacré casse-tête. On a sorti notre calculette. Et si on compare les principaux départs en termes de temps de jeu à ce qu'on peut considérer comme les principales arrivées, Augustin, Holiday, Portis, Greg et Stauskas, à volume de tir égal, les Bucks perdent légèrement en qualité de shoot longue distance. Cela peut paraître anodin, mais pas tant que ça quand on y réfléchit. Le 3 points était l'un de leurs atouts la saison dernière. Paradoxalement, c'est le manque d'adresse qui les a condamnés face au Heat. C'est là qu'on se dit que l'ajout de Bogdanovic aurait fait beaucoup de bien à l'équipe. Malheureusement, l'incompétence du front office des Kings en a décidé autrement. Même constat au niveau de la défense, même si, comme évoqué précédemment, l'arrivée de Jrue Holiday permet largement de le relativiser. Selon nous, le départ qui va vraiment être pénalisant est celui de George Hill. Doublure de Bledsoe, il permettait d'étirer l'attaque des Bucks pour offrir davantage d'espace à l'intérieur à Giannis. Il est remplacé par DJ Augustin, moins adroit la saison dernière, mais globalement assez fiable derrière l'arc en carrière. Si Augustin pourra vraisemblablement bien contribuer au scoring en sortie de banc, ne comptez pas sur lui pour défendre. Pour conclure sur les Bucks, on ne doute pas qu'ils seront encore présents en régulière. Premier de conf ces 2 dernières saisons, l'objectif est ailleurs pour eux. L'arrivée d'un 3e joueur niveau All-Star permettra-t-elle enfin à Milwaukee de rallier les finales NBA ? À voir. Une chose est sûre, avec la prolongation de Giannis, l'impératif de victoire n'est plus aussi urgent. Non pas que l'équipe ne vise plus le titre, bien au contraire même. Disons juste que cela va permettre à l'équipe de jouer plus relâché. Budenholzer a peut-être sa meilleure main depuis sa prise de fonction. Problème, la concurrence s'est elle aussi renforcée. Plus le choix. Pour sauver sa peau, il doit faire tapis. Nets, Celtics, Heat et Bucks. Voici pour nous les 4 favoris à l'Est. Une conférence de plus en plus étoffée, même si elle n'est pas encore au niveau de la conférence Ouest. On est loin de la domination sans partage des Cavs d'il y a quelques saisons, même si le niveau des 4 premiers à l'Est est de plus en plus homogène et nous promet des playoffs palpitants. On aurait pu également vous parler des Sixers ou des Raptors. Ne vous fâchez pas, pour nous, ces 2 équipes ne sont pas encore aussi complètes que les 4 cadors, et on aura tout le loisir de les aborder dans le prochain épisode du Temps Mort. Et d'ici là, crossez bien.